Madame la Présidente. J'aimerais insister sur un certain nombre de points que je vais jeter comme des boulettes. La question de l'urbanisation, démographie, emploi, peut-être aurait-on dû ajouter d'ailleurs la croissance économique, parce que c'est la croissance économique qui va donner l'emploi. L'urbanisation en elle-même ne donnera pas de l'emploi. Mais ça passe par, je pense, une bonne politique d'aménagement du territoire. Dans tous nos pays, nous devrions veiller à ce que, à défaut d'avoir des minima individuels en ce qui concerne les revenus des individus, qu'il y ait des minima collectifs, communautaires, au terroir et au territoire de la République, en termes d'équité dans l'accès aux investissements et services de base. Je ne parle pas encore d'opportunités économiques, mais c'est de cadre de vie. Tous les investissements et trucs de base doivent se retrouver dans les différentes régions de nos pays, distribués avec équité et selon des budgets lisibles, qui ne signifient pas simplement une allocation à la part du choix discrétionnaire des politiciens. Deuxièmement, le cadre de l'économie locale et la décentralisation doivent être au cœur même des enjeux de questions constitutionnelles dans nos pays, de manière à ce que le partage des ressources puisse se faire selon des règles générales impersonnelles qui soient un peu le référentiel, au-delà bien sûr du volontarisme qui peut s'attacher à l'allocation à telle ou telle dépense ou à telle ou telle région, selon les centres de sensibilité des dirigeants. La question des PME et de l'entreprise familiale rurale, PME dans les villes, entreprise familiale rurale dans les campagnes, doit être adressée pour pouvoir permettre de créer le cadre pour pouvoir fournir les emplois de demain. Ensuite, il faudra que les questions d'urbanisation se règlent en termes de planification comme en termes de gestion, selon des règles très claires. Et enfin, il faudra que nous puissions identifier, puisqu'il est question de projection, comment traiter la question des acteurs, notamment les jeunes et les femmes, dans l'Afrique de demain, dans les 25 ans à venir, comment il peut y avoir des actions là-dessus pour pouvoir avoir les impacts que nous voulons en termes d'emploi et d'animation de l'économie, mais aussi la question des personnes du troisième âge. C'est peut-être que maintenant, je m'en vais tout doucement vers le troisième âge, que je suis sensible à ça. Je pense que l'Afrique de demain, ce sera aussi la question des personnes du troisième âge, dont je disais, ils vont doubler en proportion, mais tripler à quadrupler dans les 25 ans à venir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je suis moi aussi sensible au fait que vous indiquez qu'il faut adresser également la question des femmes à côté des jeunes. Nous n'avons pas beaucoup de temps, j'en suis désolée, parce qu'il y a un panel qui va commencer en principe à 10h30. On va peut-être quand même permettre de poser quelques questions, pas trop. On va prendre peut-être 3 personnes déjà. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui passe la parole. On va faire un seul tour de table. Monsieur. Merci. Elie, il y a un peu plus de 20 ans, tu avais été à l'initiative d'opérations très originales qui s'appelaient les AGETIP, qui avaient pour objectif de favoriser du développement urbain à la base, en faisant travailler au maximum des toutes petites entreprises qui étaient encadrées, formées, etc. Cette opération s'est multipliée dans différents pays africains, a fait l'objet d'une campagne de dénigrement invraisemblable qui a été orchestrée par des grandes entreprises qui voyaient cette concurrence d'un mauvais œil. Et on ne voit pas très bien où on en est aujourd'hui, parce que c'était une approche qui paraissait extrêmement prometteuse. Est-ce que ça vit toujours? Est-ce que ça se développe? Est-ce qu'il n'y a pas là quand même, je dirais, une option pour précisément trouver des emplois, faire de l'aménagement urbain, etc. Merci.
Cissé. Merci, madame. Je voudrais d'abord féliciter les exposants. Je pense que c'est un sujet très riche. Et rapidement, sur les adjectifs, ça ne se meurt pas, Serge. Il y a maintenant des adjectures, il y a des adjectières. Et moi-même, quand j'étais à Lyon, j'ai beaucoup travaillé avec les adjectifs. Je pense que c'est un concept qui a vécu et qui vit encore, qu'il faudrait continuer à encourager. Je voudrais donner rapidement un témoignage à Eddy sur tout ce qui est titre foncier. Au Mali, j'ai eu la chance d'initier ce qu'on appelait l'ACI. J'étais le premier directeur. Et nous avons mis en place un système de cession des terrains par vente aux enchères. L'intérêt, c'est que c'était absolument transparent. Et quand c'est transparent, les gens adhèrent. Et nous livrions les titres fonciers en un mois. C'était ça le challenge. On avait vraiment réussi. Maintenant, il faut que l'État puisse suivre en mettant à disposition de l'ACI des terrains. Je crois que quand j'y étais, en moins d'un an, nous avons distribué 5500 titres fonciers, c'est-à-dire autant que le Mali depuis le temps colonial jusqu'à l'indépendance. Ça fait jusqu'à 91. C'est pour dire les difficultés qu'il y a à avoir des titres fonciers. Ensuite, j'ai initié une réforme qui consistait à prédisposer pour l'avenir, d'abord en arrêtant le système, en faisant en sorte de transformer tout ce qui est l'aide d'attribution et permis d'occuper en titre foncier. Ça a très bien marché. Mais les maires sont plus malins que nous. Ils ont continué à redistribuer l'aide d'attribution. Évidemment, le système, malheureusement, a continué à s'emballer quand j'ai quitté. Ça veut dire qu'on peut arrêter, on peut régler. Et l'idée du fond derrière, c'était de pouvoir mettre après une sorte de taxe foncière, une taxe d'urbanisation. Je pense que c'est faisable et que c'est possible. Maintenant, je viens un peu à vous provoquer, parce que quand on regarde tous les exposés, les exposés sont faits dans le cadre d'un État. On fait tout comme si on est dans un État. On n'est plus dans un État. Aujourd'hui, quand on parle d'urbanisation, on regarde l'aspect régional. On ne migre pas de la campagne malienne forcément à Bamako. On migre de la campagne malienne sur Abidjan, sur Dakar. Et demain sur Montreuil. Montreuil, c'est la deuxième ville malienne aujourd'hui. Ça veut dire que le problème est beaucoup plus complexe qu'à l'intérieur d'un pays. Vous devez tenir compte de la régionalisation qui est là et vous devez tenir compte de la mondialisation, tout simplement. C'est-à-dire que les migrations sont devenues beaucoup plus complexes. Et imaginez nos pays aujourd'hui, un pays comme le Mali, si tous les migrants maliens étaient à Bamako, si les 2 ou 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire étaient au Mali, si ceux qui sont à Montreuil étaient au Mali, vous voyez que le problème devient beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Ensuite, le problème de l'urbanisation, tel que vous l'abordez, on parle des villes. Mais en réalité, il faut parler plutôt de la ville. C'était la ville, la grosse ville. Aujourd'hui, c'est Abidjan, c'est Dakar, c'est Bamako. Quand vous regardez le poids de la ville principale par rapport aux autres, c'est complètement écrasant. Vous avez 4 millions d'un côté, la deuxième ville a peut-être 100 000 habitants, 200 000 habitants. Donc il y a un vrai problème d'aménagement du territoire, comme l'a dit Lamine Loum tout à l'heure. Il y a un vrai problème de politique de ville secondaire. Ça, c'est un réel problème. Ensuite, le problème d'emploi. Les emplois, on va chercher les emplois là où il y a l'opportunité d'emploi. Les opportunités, c'est en Europe. Les opportunités, c'est dans des pays développés. Plus que dans la ville, telle qu'on le dit. Parce que quoi, où se trouve la valeur ajoutée? La valeur ajoutée est là-bas. Nous faisons du cacao, nous faisons du café, nous faisons du coton. Mais les valeurs ajoutées, c'est ailleurs. Ce n'est pas chez nous. Donc, tout naturellement, socialement, mais les ouvriers vont vers là où il y a des opportunités. Les opportunités se font ailleurs. Quand je prends le coton, que je connais un peu mieux, nous transformons 2% de notre production dans notre zone. Le reste est transformé ailleurs. Puisque c'est transformé ailleurs, c'est là qu'il y a les opportunités d'emploi, c'est là où les ouvriers vont, c'est là où l'exode est attirant. Donc ce n'est pas une volonté réelle d'aller dans les grandes villes, c'est chercher de l'emploi et on va le plus loin possible. S'il n'y a pas une politique à ce niveau qui tient compte de cela, il y a un vrai problème. Les médecins, on en parle, on dit qu'il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Et où vont les malades? Ils vont chercher les médecins, ils vont en Europe. On se soigne où aujourd'hui? On ne se soigne plus à Abidjan, à la Pisam.
ben on va en Afrique du Nord et on va en Europe. Donc il faut essayer de remettre tout ça dans une problématique globale qui tient compte de la régionalisation. Même là, l'aménagement du territoire, ça consiste à tout cela. Et aussi de la mondialisation prise dans son ensemble. Voilà les problèmes que je voulais ressouligner et aussi un problème sur lequel nous restons très prudes. Un problème de démographie, ouais, je finis. Le problème de démographie, on n'aborde pas les problèmes culturels. Tant qu'on va continuer à faire la polygamie, tant qu'on va continuer à se marier à 4 femmes, eh bien, il faut l'aborder. On ne l'aborde pas parce que les élites africaines elles-mêmes ont du mal à l'aborder. Donc c'est un facteur bloquant, c'est un facteur limitant qui fait que malheureusement, ou heureusement, en tout cas la démographie est cette. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais demander aux intervenants d'être synthétiques. Nous n'avons pas beaucoup de temps et peut-être aussi demander qu'avant d'intervenir, chacun se présente. Vous avez la parole. Madam Chair, I will make life difficult for you. I'll be very short. My name is Abdullah Jani. I just few comments. I don't have a question. First to Mr. Lagby. I enjoyed your presentation. J'ai beaucoup aimé votre présentation sur les villes, But you are managing cities mais at the expense of the rural areas. vous mettez l'accent sur les villes au contraire des zones rurales. Mais cela n'est pas le vrai problème. Donc, nous devons continuer à investir dans les zones rurales. Mon problème avec ce que vous avez dit et avec le panel, c'est que je pensais que nous allions analyser cela par rapport aux défis de notre continent, c'est-à-dire l'emploi des jeunes. Il faut pouvoir créer des emplois pour les jeunes. Et en termes d'urbanisation et de démographie, où sont les opportunités pour les emplois? Ismaël nous disait tout à l'heure que nous n'avons pas de valeur ajoutée. Et c'est le modèle que nous n'acceptons pas. Nous sommes en Afrique, où se trouve la valeur ajoutée pour que nous puissions créer les emplois. Donc, il faut que nous parlions des zones urbaines, bien sûr, mais ne mettons pas en place un modèle de ce qui se passe ailleurs et dire que c'est comme ça que nous devons procéder. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Nous devons penser au développement rural en nous focalisant sur la nécessité de créer des emplois pour la jeune. Je m'arrête ici, madame. Merci. Un autre intervenant. Une dernière, s'il vous plaît. La dernière intervention va devoir libérer le plateau. Merci. Williams Bella de Alep Group. Mes questions, j'en ai deux très courtes, s'adressent au ministre Larbi et au ministre Biochané. Concernant les réformes foncières et les exemples qui ont marché, comment vulgarise-t-on ces réformes? Parce que ces réformes sont faites pour la population. Si elles sont faites et que la population n'en a pas connaissance massivement, des fois, ça ne peut pas fonctionner. Et au ministre Biochané, qui parlait d'un besoin d'offres d'emploi non satisfaites, ma question est comment ces offres d'emploi ont été vulgarisées au Bénin? Parce que si les compétences n'étaient pas disponibles au Bénin, elles étaient peut-être au Nigeria, au Ghana ou en Côte d'Ivoire, par exemple. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole sur le plateau pour que... on va commencer par M. Larbi. Allô? Ça marche? Non? Merci beaucoup. Je vais aller très vite parce que
comme on n'a pas beaucoup de temps. La première pour Serge, que moi j'appelle Monsieur Afrique, parce qu'il faut lire son dernier livre. Il ne m'a pas chargé de faire la publicité. Il traite de tous ces problèmes et c'est absolument extraordinaire. Essayez de le lire et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, beaucoup plus qu'on a dit jusque-là. Et on va voir un petit peu cet après-midi, il y a pas mal d'autres séances. Agitur, Agitip, notre collègue du Mali a déjà répondu. C'est une expérience unique où on a dit, comme l'exécution des projets en milieu urbain sont très lents par l'administration et ça demande des procédures assez lourdes, etc., on a créé des agences autonomes à qui les gouvernements en place, en particulier Bénin, Burkina Faso aussi, elle a une excellente agence, Cameroun c'était Kankan, mais le Mali, etc. Et ces agitypes, Sénégal, elle a une excellente aussi agence, ont permis d'une façon extraordinaire en 5 ans à transformer les grandes villes. Mais, parce que le financement était là, public, mais l'exécution et la réalisation des travaux est extrêmement lent par les structures publiques. Et donc ces structures indépendantes, autonomes, avec un personnel très qualifié, ils ont permis de réaliser des investissements énormes. Moi je pense que, je peux me tromper parce que j'ai décroché un peu de Bénin et Burkina que je connais très bien. Je crois que pratiquement on est passé de 10% de la voirie qui était pavée et moins de 15% de la population urbaine qui avait accès à des systèmes d'assainissement à pratiquement 50% en moins de 6 ans. C'est quand même extraordinaire. Ça n'a jamais été fait nulle part. Le Sénégal, alors là, ils sont allés dès le départ dans la diversification. Ils construisaient également les écoles primaires, ils entretenaient les hôpitaux, et ils sont allés aussi vers l'infrastructure rurale. Et je sais que par exemple au Bénin, maintenant, cette agence a été transformée pratiquement en agence privée qui participe aux appels d'offres pour prendre la maîtrise d'ouvrage déléguée, de l'étude jusqu'à la réalisation. C'est quand même extraordinaire. Donc l'Afrique est riche d'expériences. Tirez les leçons de vos expériences. Elles sont extraordinaires. Il ne faut pas les négliger. Malheureusement, on rentre toujours dans les grands problèmes philosophiques alors qu'on a des choses réelles qu'on peut faire pour avancer. J'arrête là sur le foncier. Le foncier, notre ami, je m'excuse, je n'ai pas pu vous voir, mais c'est un peu l'expérience que j'avais citée un petit peu au Mali. On a dit, est-ce qu'il est possible de sortir des titres en un mois? Et on a fait une opération d'aménagement. Et effectivement, et là, ça rejoint un petit peu le monsieur qui avait dit comment on peut vulgariser cette procédure de formalisation et d'enregistrement rapide par la population. Eh bien, les populations propriétaires de ces zones d'aménagement, qui participaient dès le départ, elles étaient impliquées et elles ont dit à partir du moment où je peux avoir un titre et plus personne ne va me contester et je peux le mettre dans une banque pour avoir un prêt ou je peux aussi aménager mon propre terrain et le vendre en lot et pourquoi pas. Et donc les gens étaient vraiment encouragés pour le faire et comme l'avait dit notre ami du Sénégal de l'autre côté, effectivement on a pratiquement réduit le coût d'enregistrement à presque rien du tout, parce que ce n'est pas ça qui rapporte. Ce qui rapporte, c'est justement le développement économique qui va venir par derrière. Très rapidement, je ne peux pas ne pas être d'accord avec mon ami M. Mamadou de l'autre côté. Vous avez parfaitement raison. L'évolution démographique, c'est une tendance lourde, elle est là. Mais l'urbanisation aussi. Parce que je me rappelle, dans les années 80 et 90, j'étais encore jeune, et on nous dit « Ah, mais si on investissait dans l'économie rurale, mais si on faisait ceci, vous allez voir, il n'y aura pas d'urbanisation. » Alors on a regardé dans le reste du monde. Malheureusement, l'urbanisation, c'est effectivement ce symbole fort. Tout le monde aspire à aller dans la ville, il y a la culture, il y a les services, et surtout, il y a les opportunités d'emploi. Dans votre village, vous ne pouvez pas avoir l'opportunité que vous pouvez avoir dans la ville. Donc il faut la prendre comme tendance lourde. Faut-il à ce moment-là discriminer l'investissement rural urbain? Il ne faut jamais discriminer. Mais le problème, il y a une tendance lourde qui est là, il faut la gérer parce qu'elle pose beaucoup plus de problèmes, tout en continuant à développer l'économie rurale. Et là où je suis d'accord. Mais il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il faut faire les deux, mais il y a une urgence dans l'urbain parce que ça nous dépasse. Alors que dans le milieu rural, malheureusement, on arrivera peut-être à le maîtriser. C'est d'abord, est-ce qu'on a une stratégie de développement de l'économie rurale? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'en ai pas. Je peux vous le garantir que c'est pas facile. La problématique de l'emploi et de, effectivement, je dirais, la réduction de la pauvreté et l'inclusion, je ne peux pas ne pas être d'accord avec M. Abdellah. Le problème, c'est comment créer l'emploi. Est-ce que ma présentation était de dire
Parce que le milieu urbain peut offrir les conditions de compétitivité et d'attraction de l'investissement pour créer de l'emploi, donc il faut créer l'infrastructure, les bonnes institutions et le bon cadre, le climat d'investissement qu'il faut. Et on ne peut pas attirer les bons investisseurs et dans les secteurs créateurs surtout d'emplois de qualité pour les jeunes, il ne peut pas se faire en dehors du milieu urbain. On ne l'a pas vu. J'aimerais bien qu'on me démontre qu'on a fait de l'investissement de qualité massive dans un milieu rural sans infrastructure et surtout sans les qualités humaines qu'il faut. Parce qu'il faut des ressources humaines, les universités, les centres de formation et puis en particulier les services annexes à tout ce qui est entreprise, c'est dans le milieu urbain. Et d'où la nécessité de s'occuper aussi du milieu urbain. Encore une fois, ce n'est pas par opposition au milieu rural, c'est tout simplement pour dire qu'il y a une urgence. Alors, pour l'emploi, j'ai fait un petit calcul très rapide. Et j'ai regardé sur la base de 10 villes africaines, là tout de suite. Bon. Le retard en matière d'habitat à peu près décent, je ne parle pas d'habitat de luxe, et d'environ à peu près 500 000 à 600 000 par an dans les grandes villes africaines. Et j'ai pris que les grandes villes. Eh bien, avec ça et l'infrastructure qu'il faut, on peut créer 25 millions d'emplois par an. Vous voulez de l'emploi, voilà de l'emploi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a ni aménagement urbain et il n'y a pas d'infrastructure. Donc c'est l'informel qui continue et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Je vais m'arrêter là, mais juste un petit mot. Le transfert entre État et local, vous avez parfaitement raison. La dépense publique, elle doit être considérée globalement et il faut que le centre accepte de transférer les ressources nécessaires en correspondant aux services qui sont donnés au local. Et merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je pense que on peut s'arrêter là. Les questions ont été posées, le débat est riche, on aurait pu rester toute la journée. Je me pose la question de la nécessité de résumer tout ça, il me semble que ce serait prétentieux, tellement le débat est riche. Juste rappeler que nous avons enregistré les tendances lourdes d'évolution démographique, développement accéléré des villes, pression sur l'emploi, avec les défis qui vont avec, défis sociaux, accès aux infrastructures et services sociaux de base, défis sécuritaires, à la fois pour les citoyens et mais également même pour les États, n'est-ce pas, M. Biotchane? Défis économiques, créer des villes qui soient fonctionnelles, des villes compétitives, des villes qui peuvent attirer donc des investissements. Que faire? Anticiper, gérer. Maintenir un environnement macroéconomique solide, ça semble un préalable. Gérer également le foncier en ville, mais également dans les campagnes, en simplifiant, régulariser, définir aussi les rôles des uns et des autres et transférer les compétences quand c'est nécessaire, transférer aussi les ressources quand c'est nécessaire. Et enfin, également développer nos campagnes pour infléchir les tendances lourdes, les tendances à la forte urbanisation et assurer la sécurité alimentaire. Assurer l'adéquation entre le système éducation-formation et les besoins du marché du travail pour permettre donc d'absorber le chômage. Profiter des TIC pour accroître la fonctionnalité et la productivité de nos villes et enfin donc terminer par l'intervention de quelques intervenants dont l'un a insisté sur la nécessité pour gérer la question démographique d'adresser également les problèmes culturels et l'autre qui a insisté sur qui a indiqué que sur la question de l'emploi, il est important d'insister sur la transformation locale de nos produits pour générer beaucoup de la valeur ajoutée, créer de la valeur ajoutée locale. Je voudrais m'arrêter là. Je suis sûre que la synthèse n'est pas exhaustive. Le débat a été très riche. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État. Un petit point. Un petit point.
Un petit point qui manque, c'est quand même vous féliciter pour cette présidence et vous remercier pour l'organisation des débats et aussi l'organisation de la manifestation. Je crois qu'il faut l'applaudir. Voilà, on va lever la séance pour les autres. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci aux participants pour l'intérêt. So could you kindly take only 10 minutes for coffee break and come back because the next session is ready. 10 minutes. Kindly come back after 10 minutes. Thank you very much. Allô. Allô. Chacun son chemin, chacun son destin. Yeah. La vie c'est comme les 5 doigts de la main.